Là, ça tourne. Ouais, là ça tourne. Donc bonjour Monsieur Soral. Bonjour. Je m'appelle Yannick Djegoué, donc cofondateur du site clairivendée.com. Donc on fait du soutien scolaire en banlieue. Soutien scolaire en banlieue. Voilà, donc Oui. pour les duos et les trios donc à domicile. Et on a été très intéressé justement, on a entendu parler de vous. À titre personnel, j'ai lu vos livres. On a beaucoup de respect donc pour votre travail et donc on aurait aimé en fait travailler avec vous, avoir des informations, savoir comment est-ce que vous travaillez, d'où est-ce que vous venez pour en fait nos étudiants tuteurs scolaires, donc leur montrer un tout petit peu. Pour leur donner un peu d'espoir. Exactement, leur dire en fait il y a toujours une chance, il y a toujours la pensée ne vient pas spécialement de là où on s'attend. Il y a des gens qui ont un profil atypique et qui arrivent à faire des choses absolument merveilleuses. Et on a voulu donc commencer donc cette série d'entretiens qu'on appelle redécouverte en fait. C'est-à-dire vous avez écrit des bouquins, vous avez une œuvre derrière vous. On va redécouvrir ensemble en fait le cheminement en fait que vous avez eu. Ok. Voilà. Écoutez, Donc allons-y. premièrement, est-ce que je voulais d'abord savoir, est-ce que vous pouvez vous présenter donc avec vos propres mots, vous présenter donc aux étudiants qui vont regarder donc la vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous? Je m'appelle Alain Soral. J'ai 52 ans. Donc je suis né à la fin des années 50. C'est-à-dire j'ai traversé en fait. Je suis né à la fin des années 50. J'ai vécu toutes les années 60, toutes les années 70, toutes les années 80, toutes les années 90. Ok. Les années 2000. Donc en fait, ça commence à faire un certain vécu, surtout que C'est c'est une période où les choses ont énormément bougé. Parce que moi, je suis allé à l'école communale en banlieue parisienne. J'étais à Meudon-la-Forêt. Je suis arrivé en 61. Ok. Et en fait, j'ai vu vraiment la France, de la France de Gaulle des années 50 jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu des Toutes transformations, les transformations. assez incroyables. Et déjà c'est une expérience très, très utile. Hein. J'imagine. Voilà. Et sinon, je suis un enfant donc je suis savoyard. Mes parents sont montés à Paris, c'était ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Ils ont gagné leur vie en région parisienne. J'ai passé toute mon enfance dans une cité dortoir des Hauts-de-Seine, qui d'ailleurs avant ne s'appelait pas les Hauts-de-Seine à l'époque d'ailleurs, ça s'appelait la Seine-et-Oise, je crois. Donc à Meudon-la-Forêt, Vélizy, là par là, ça s'appelait les cités dortoirs, hein. Ça venait d'être construit avec les terrains vagues, les bidonvilles à côté, et donc j'ai passé là toute ma petite enfance de 61 à 69 ou 70 quoi. Voilà, après je suis passé un peu par Paris, donc là j'ai découvert Paris, c'est très différent pour un enfant de la banlieue, parce que Meudon-la-Forêt c'est au bord de la forêt, donc c'était un autre décor. Après je suis parti à Grenoble, mon père a eu des soucis, donc il a beaucoup bougé, donc j'ai suivi comme on fait quand on est enfant, ma famille. Donc je suis passé par Grenoble, Annemasse, ce qui m'a conduit en fait à être en classe terminale. J'ai fait un trimestre de terminale et je me suis parti. À Noël, je suis parti de chez moi, je suis jamais revenu, donc j'ai arrêté l'école en terminale. Vous avez arrêté l'école en terminale? Oui, j'ai pas passé le bac, je suis pas bachelier. Et après, je suis parti avec un sac à dos et c'était la fin des années 70. C'était 75, je crois, 75, 76. Et j'ai erré et survécu comme ça, tout seul. Et je suis remonté à Paris et j'ai survécu en tant que jeune garçon de 18 ans. À Paris, c'est 76, c'est juste l'époque du punk, donc c'était une époque assez intéressante. Et j'ai survécu en faisant des petits boulots à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours pareil, de chantier. C'est-à-dire on retape des studios, des appartements au noir, quoi. J'ai été vendeur aux puces, au marché Paul Bert pour les antiquaires, qui ne veulent pas ouvrir trop tôt le samedi ou dimanche matin. Donc, voilà, j'ai survécu comme ça de petits boulots. D'autres aussi moins avouables, donc on n'en parlera pas. Et puis pour avoir la sécurité sociale, j'ai décidé d'essayer d'être étudiant, donc c'était plutôt pour le statut, la MNEF, mutualité et sécu. Et comme j'avais pas le bac, j'ai passé deux concours, enfin deux filières à laquelle on peut avoir accès sans le bac, parce qu'il y a très peu de filières sans bac. Ça a été l'école des Beaux-Arts, l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, et l'École des hautes études en sciences sociales. Donc j'ai tenté les deux, j'ai eu les deux. Un sur concours et l'autre sur dossier, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Hein. Et en fait, les Beaux-Arts, j'y suis allé très peu, parce qu'il n'y avait rien à apprendre aux Beaux-Arts, parce que c'était l'idée que l'art ne s'apprenait pas. Donc une école d'art où on n'apprend pas l'art, ça ne sert à rien.
Donc j'y allais une fois par an pour la réinscription. Je crois que j'y suis resté 6 ans et j'y ai pas fait grand-chose. Et par contre, je me suis intéressé à l'histoire de l'art et donc à l'histoire de la culture et au concept. Et comme à côté, j'ai réussi l'école des hautes études en sciences sociales chez Castoriadis, donc qui était un néo-marxiste. Je me suis intéressé aux idées, quoi, à la philosophie, et j'ai commencé à lire très intensément. Donc à partir de 18 ans, j'ai lu vraiment beaucoup, on va dire 3-4 heures par jour, tous les jours, des essais de philosophie, des livres d'histoire, des dictionnaires historiques, etc. Et j'ai commencé à me cultiver en fait par moi-même, à cause de l'émulation d'approcher, on va dire, de l'université. Mais en fait, je dois dire que je n'ai rien appris directement à l'université. Simplement, l'université m'a obligé à me poser des questions auxquelles elle ne répondait pas, et j'ai trouvé toujours les réponses ailleurs, et notamment à l'époque, puisque j'étais un garçon assez volontaire, j'essayais de rencontrer les... C'est ce que j'ai cru entendre dans l'une de vos vidéos, en fait, vous disiez que c'était beaucoup plus facile de rencontrer des écrivains, oui. Les portes étaient beaucoup plus ouvertes. Oui, c'était beaucoup plus ouvert socialement, il y avait moins de séparation géographique. C'est ce que j'expliquais dans un de mes livres, c'est que la séparation sociale était beaucoup plus verticale avant, c'est-à-dire que les pauvres étaient en haut et les riches en bas, mais il y avait dans les beaux quartiers, puisque moi je traînais à Saint-Germain-des-Prés à l'époque, pour des raisons de confort et de drague aussi, on en parlera. C'était beaucoup plus mélangé qu'aujourd'hui. On n'avait pas chassé tous les pauvres du centre-ville. Et puis les gens étaient plus accessibles, et puis il y avait encore des figures, puisque moi j'ai connu Aragon, j'ai connu Salvador Dali, j'ai connu un autre écrivain, j'ai oublié le nom, enfin, parce que je traînais dans les cafés, et que c'est des types qui avaient des habitudes dans certains cafés, et à qui j'allais parler volontiers. Roland Barthes, Baudrillard, qui était très gentil, que j'ai revu longtemps, à qui je rendais visite, Jean Edernalier, que j'ai connu très tôt, lui qui était très marrant, donc j'ai fréquenté un peu sa bande. Donc il y avait les lectures, les rencontres. Je fréquentais beaucoup Beaubourg, parce qu'il y avait à Beaubourg ce qu'on appelle les revues parlées, c'est-à-dire des conférences qui permettaient d'aller écouter et d'intervenir, où là il y avait des espèces d'animateurs culturels un peu guignols, comme Solers, etc., mais qui n'étaient pas antipathiques, donc ça permettait d'y aller, de se faire remarquer. C'est comme ça que Jean Edernalier m'a remarqué, parce qu'il a vu que j'étais malin, il m'a proposé d'écrire dans son journal. Il ne payait jamais d'ailleurs, mais donc j'ai commencé à essayer d'écrire. Voilà, En fait, si je comprends bien, vous n'avez jamais eu comme ça l'instant de vous dire je sais écrire. C'est-à-dire, d'abord vous avez commencé par lire intensément, par vous documenter, et ensuite à un moment vous êtes mis à écrire. C'est là où vous avez découvert en fait que vous aviez cette plume. L'idée on sait écrire ou pas, j'y crois pas. Ce qui est sûr, c'est que les écrivains connus et assez virtuoses, comme Aragon, d'ailleurs moi j'aime pas trop les styles virtuoses, sont des gens qui ont lu très tôt pour des raisons d'environnement familial, et qui, ayant lu très tôt, ont vraiment une familiarité avec le livre, et écrivent facilement parce qu'en fait ils ont lu beaucoup très jeunes. Moi je suis pas de cette catégorie, puisque avant l'âge de 18 ans, j'ai pratiquement rien lu d'autre que des bandes dessinées, pour des raisons familiales, parce que mon père nous interdisait de lire de la bande dessinée, il nous emmerdait, et comme je détestais mon père, je faisais exprès de lire que de la bande dessinée en cachette. Et à l'école, j'ai jamais voulu lire un livre, parce que c'était obligatoire, et c'était très ennuyeux, on me demandait de lire, je sais pas quoi, l'inconnu, je sais pas quoi, l'étranger de Camus, un peu de Balzac, enfin c'était comme c'était obligatoire et que c'était demandé à l'école, je ne le faisais pas, j'étais vraiment très très rétif, et j'ai découvert les livres, d'une certaine manière au moment où ça a été plus du tout obligatoire. En fait, je me suis intéressé aux livres au moment où je me suis mis à essayer d'être peintre, puisque j'ai fait les beaux-arts, et dès lors que ça n'a plus été obligatoire. Et en fait, en plus, même quand j'étais aux études en sciences sociales, ce qui m'a intéressé, c'est les livres cachés d'une certaine manière. Donc tous les livres que j'ai découverts, je les ai découverts par curiosité. À l'époque, il n'y avait pas Internet. En m'intéressant comme ça... Et en général, c'était rarement des livres qui étaient au cœur du programme, ou des livres qui étaient à la mode. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'à l'université, il y a des modes, en réalité. C'est comme dans les jupes et les pantalons. Il y a des périodes où il y a des... Et moi, à l'époque où je suis arrivé, c'est fin 70, début 80, c'était encore la mode de la domination marxiste, mais qui avait été entièrement bousillée par le structuralisme. Bon, ça, c'est pour ceux qui connaissent. Et les auteurs à la mode, c'était le début de ce qu'on appelait les postmodernes. La déconstruction, c'était des auteurs comme Derrida, qui sont vraiment, je le dis avec mes mots, de la merde. C'était zéro. Althusser, de la merde, c'était que de la merde, je veux dire. Donc c'était très mauvais. Mais par contre,
donné envie de lire des auteurs plus sérieux, parce que j'avais l'instinct que c'était très mauvais. Déjà parce que c'était illisible, vous voyez. J'ai un instinct très sûr, c'est quand c'est très compliqué et qu'on essaie de comprendre ce que ça veut dire et qu'on se rend compte que finalement, quand on traduit en français courant, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, on sait que l'auteur est une merde, c'est un escroc, un charlatan, quoi. Et il ne faut jamais se laisser impressionner par ça. Et donc, en fait, de lire du Derrida ou du Althusser, ou même du Castoriadis, qui est assez faible, hein, en réalité, ça m'a fait remonter vers Marx et Lukács et Goldman, qui étaient déjà des gens qui n'étaient plus du tout enseignés en direct, hein, qui étaient complètement... qui avait été plus oublié, qui avait été viré, quoi, parce que, à mon avis, efficace, utile, quoi. Et donc, en fait, voilà, je lisais des bouquins, parce que c'était assez facile, notamment à l'époque à Saint-Michel, d'acheter des bouquins d'occasion. Vous savez, il y avait des bacs, il y avait des soldes, et notamment les collections 10-18, Maspero, où c'était, je me rappelle, 10 francs un bouquin, et 3 pour 20 francs. Okay. Et moi, j'ai toujours acheté que des livres de poche et des livres pas chers. C'est pour ça que je continue, moi, quand j'édite. Avec mon éditeur, on a un pacte, c'est qu'on ne fait jamais de bouquins de plus de 15 €. Exactement. Parce que moi, j'ai jamais pu acheter des livres chers. J'ai jamais voulu lire des trucs comme la Pléiade, etc. Puisque moi, j'annotais les livres au crayon. Parce qu'en fait, pour comprendre, il faut non seulement lire, mais dès qu'il y a quelque chose qui veut dire quelque chose de compliqué, c'est pas passer dessus, hein, c'est pas de la poésie, c'est prendre des notes. J'avais des petits cahiers, je notais, je réfléchissais, je cherchais sur le dictionnaire. Je me suis acheté très vite un dictionnaire de la philosophie, le Lalande, dictionnaire étymologique. Enfin, ces trucs ne sont pas très chers, hein, chez Gibert, pour comprendre le sens des mots, leur lien, leur origine historique. Un travail finalement qu'on fait très peu à l'université, en fait, et qui est fondamental. En fait, par instinct et par bon sens, me suis refait une formation assez finalement sérieuse qui n'est pas du tout faite à l'université. Hein, d'apprendre les mots, le sens des mots, leur origine, l'étymologie, les concepts dans leur histoire, comprendre les débats des époques, comprendre pourquoi à un moment donné un philosophe sort, à qui il s'oppose, etc. Qui est de respecter l'historicité, qui à un moment donné à l'université c'était absolument pas ça. On faisait le fascisme à travers les âges, en gros, des trucs comme ça, qui n'ont aucun sens. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire le fascisme à Sparte, vous voyez, c'était vraiment de l'endoctrinement en fait. Moi j'appelle ça une destruction, à mon avis plus ou moins consciente, de la part des élites, et puis qui est relayée par la bêtise, des humanités classiques, qui étaient quand même une arme de compréhension de la réalité bourgeoise, de la réalité de notre monde, et à mon avis, qui à un moment donné a intéressé les élites, parce que ça permettait de détruire notamment toute la structure intellectuelle de l'ancien régime, et puis qu'à un moment donné, cette bourgeoisie a eu les pleins pouvoirs. Son intérêt a été de ne plus pouvoir être critiqué et de ne plus pouvoir être compréhensible, parce qu'effectivement, de ne plus donner des armes de lutte. Et comme en fait la bourgeoisie est montée par l'humanisme classique, quand elle a atteint les pleins pouvoirs, dans sa phase en plus de décadence qu'on vit pleinement aujourd'hui, il n'y a plus que des pédophiles en gros et des sionistes en haut de l'appareil d'État, je crois qu'il y a eu une volonté et une logique, parce qu'il y a une logique, comme une fourmilière a une intelligence globale, hein, que la fourmi ne comprend pas, mais la fourmi ne comprend pas ce qu'elle fait, mais elle participe à la fourmilière. Vous voyez, quand on prend du recul, on comprend finalement qu'il y a une logique globale. Il y a une logique globale de la bourgeoisie, dans son histoire, par rapport à ses contradictions. Et en général, elle sait intuitivement faire ce qu'il faut pour ne pas trop se mettre en danger. Et l'université, moi, que j'ai compris dans les années 80, parce que ces années 80, c'était vraiment ça. C'était plutôt un travail de destruction du savoir, de mystification, avec une hiérarchie qui était fondée là-dessus. C'est-à-dire que les professeurs qui avaient encore un vrai niveau étaient mis sur le côté, plutôt dépressifs. Et les charlatans étaient là, les mondains aussi, parce qu'il y a les charlatans, les mondains. Et je me rappelle même à l'époque que je lisais René Girard, qui était un penseur chrétien très intéressant, qui était très très mal vu par l'université française, qui faisait carrière aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est une référence, mais dans les années 80, c'était considéré comme de la merde. Et c'était Derrida qui tenait le haut du pavé. Et aussi, j'ai vu que, en fait, ça aussi c'est intéressant de remarquer, c'est que les gens qui pensent par eux-mêmes sont très rares, et les gens qui ont une vraie capacité intellectuelle sont très rares. Les 3/4 des professeurs que j'ai croisés sont des imbéciles, ce sont des ânes savants. Ils n'ont aucune distance, ils n'ont aucune virilité intellectuelle. En fait, ils se soumettent à la pensée dominante. Je me rappelle sur la psychanalyse, le marxisme structuraliste, ils rabâchaient comme des crétins des trucs qui étaient de l'ordre presque de la religion, ça ne voulait rien dire. Et notamment, je me rappelle qu'à l'époque, des camps comme Lacan, la psychanalyse, le structuralisme en psychanalyse tenait le haut du pavé, même d'ailleurs en poétique.
parce on a totalement oublié tout ça, ou la dernière époque un peu triste de Deleuze, la stupidité intégrale de Guattari, avec un bouquin qui était encore un peu important comme l'Anti-Oedipe, qui sont aujourd'hui des trucs mais grotesques. Voilà. Et ces gens-là tenaient le haut du pavé et régnaient en fait sur une adolescence bourgeoise et une bourgeoisie féminine, c'est-à-dire les bonnes femmes qui s'entichent d'intellectualisme, et les jeunes, qui sont des crétins, il faut le dire, par définition, parce qu'ils ont tout à apprendre, ils ne savent rien. Et vous voyez que la clientèle de l'université, c'est ça. Ce sont des ânes savants qui sont des professeurs souvent bêtes parce qu'ils n'ont pas de vie, ils ne sont jamais sortis de l'école en réalité, ils n'ont aucune connaissance du monde réel. Concret, en fait. Oui, ils sont passés de élève à prof. L'exemple parfait, c'est Althusser, qui est un abruti complet, qui a terminé fou, et qui a étranglé sa femme parce qu'elle voulait l'empêcher d'aller foutre le feu à Normal Sup, pour vous dire, voilà, c'est tragique. Deleuze, c'est défenestré, voilà, c'est des gens qui sont finalement très cultivés, et pas forcément qui maîtrisent pas forcément le réel, le réel dans sa complexité, et qui sont écoutés par des espèces de gamins fascinés par le concept, souvent de la bourgeoisie, donc des crétins assez arrogants, très éloignés aussi de la vie réelle, de la violence de la vie réelle, et tout ça crée un rapport prof-élève, plus des bonnes femmes, parce qu'à l'époque, il y avait la bourgeoise de gauche, avec notamment la clientèle d'un crétin absolu qui est pour moi Bourdieu, qui est le penseur du vide, quoi. Il n'y a pas d'œuvre, c'est zéro. Et ces gens-là tenaient le haut du pavé, et c'est un peu, oui, ça ressemble un peu à des, comment dirais-je, vous savez, il y a des sectes avec un gourou, et puis des adeptes qui sont dans la fascination, et en réalité des gens qui sont dans la compréhension, le désir de compréhension avec ce que ça demande de virilité, de capacité de souffrance, et qui en fait sont en même temps un pied dans le réel et un pied dans le concept pour qu'ils puissent faire l'aller-retour, c'est fatalement très rare. Et on est simplement content de temps en temps quand on rencontre quelqu'un qui à la fois est dans la vraie vie, a du bon sens et en même temps une certaine culture. Et d'un seul coup, on sent qu'on est devant quelqu'un avec qui on peut apprendre quelque chose. Et moi, j'en ai rencontré très peu. J'ai très peu. Jean-Edgar Nallier était un peu marrant pour ça. J'ai rencontré dans les livres, effectivement, dans les livres, des maîtres comme Lucien Goldman, etc. Mais dans la vie réelle, j'ai rencontré très peu, parce que Castoriadis, je le prenais ouvertement pour un escroc, il était à la fois marxiste et psychanalyste, il essayait de faire la jonction entre les deux. C'était très faible, sa production théorique, de faire la jonction de la psychanalyse et du marxisme. Ça n'était pas du tout impressionnant. Et voilà, c'était juste une émulation comme en sport. Vous voyez, vous jouez au foot avec des mauvais, et comme vous jouez, vous tapez dans le ballon, vous progressez parce que vous êtes sur le terrain et que vous jouez. Mais j'avais vraiment la conscience que les penseurs sont très très rares, et que finalement, un patron de bistrot ou un chauffeur de taxi était souvent beaucoup plus intelligent et cultivé sociologiquement au sens du bon sens et de la connaissance du monde réel que des profs ou des élèves verbeux, vous savez, il y a beaucoup ça en Afrique, justement, les palabreurs. Exactement, beaucoup de gens qui parlent, et justement c'est ça qui m'intéresse dans votre pensée, parce que par exemple moi, à titre personnel, j'ai pas beaucoup lu, j'ai pas une grande connaissance en fait livresque. Par contre, il est une chose certaine, c'est 1 + 1 = 2 en fait, et je retrouve ça dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que vous dites, mais on sent qu'il y a vraiment un raisonnement, c'est-à-dire qu'on place les arguments un à un. Vous pouvez les démonter ou pas, mais les arguments sont bien précis, on arrive à une conclusion. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de penseurs, entre guillemets, actuels, qui, en fait, vous sortent justement un verbiage incompréhensible. Exactement, vous ne comprenez rien à ce qu'ils disent, mais ils parlent, et après, à la sortie, ils sont applaudis, vous dites, mais qu'est-ce qu'il en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Ça s'appelle les jargonneurs, en fait, c'est un espèce de langage codé, d'initié. Exactement, et on a l'impression qu'ils se parlent entre eux. Le but est d'ailleurs de ne pas prendre de risques politiquement, c'est-à-dire de dire très peu de choses en réalité, de ne heurter aucun pouvoir, parce qu'il y a un problème de hiérarchie et de carrière. Exact. En fait, pourquoi il est important de fréquenter les livres et les écrivains, ou les penseurs? Parce qu'en fait, le livre déclenche naturellement chez celui qui le lit une fascination. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir un respect sacré du livre, et donc on sacralise aussi l'auteur. Et quand vous fréquentez les vrais auteurs, ça désacralise, parce que vous êtes face à des êtres humains qui sont souvent assez médiocres, assez mesquins. Et moi, je me rappelle, j'avais un grand respect pour Baudrillard, parce qu'il était sympa. Il y avait une écriture assez brillante, et 2-3 idées qui étaient pas mal. C'est pas un génie de l'histoire de la philosophie. Mais par contre, j'ai découvert qu'il essayait de draguer des étudiantes que moi, j'arrivais à baiser. Et qu'en fait, finalement, je le dominais dans certains secteurs, alors que j'avais 20 ans, parce qu'il était notamment amoureux d'une de ses élèves, qui était ma maîtresse, vous voyez. Et elle me racontait comment il essayait de lui toucher les cheveux, trouver des prétextes avec une brosse à cheveux pour essayer de la... Et en fait, c'était assez émouvant quelque part, mais ça me le remettait dans une réalité humaine, du prof,
dont un des privilèges, et Jean-Paul Sartre a été le spécialiste de cette escroquerie, un des privilèges qui est aussi très lié aux années 68, là, c'est de pouvoir avoir un cheptel, qui sont des élèves, avec une université qui se féminise, où il y a beaucoup de jeunes filles de la moyenne bourgeoisie qui sont majoritairement des idiotes, en sciences humaines, elles sont toujours beaucoup plus nulles que les garçons, hein, ça c'est certain. Et en fait, ça fait partie des privilèges non dits du professeur, du maître, je sais pas comment on dit, du clerc, c'est de pouvoir baiser de la jeune étudiante fascinée par le charisme. Par le charisme, oui, et puis la hiérarchie sociale, le décor, quoi. Exactement comme dans les sectes, les mecs baisent, le gourou, etc. C'est exactement la même chose. Et ce genre de démystification, si vous verrez que vous ne verrez jamais un essai de sociologie qui fait la sociologie de l'université et de la sociologie. Vous voyez, de la sociologie universitaire, jamais. Parce que ça, c'est hérétique, vous voyez, c'est de montrer toute cette bouffonnerie, cette mascarade, parce que tout ça fait partie de privilèges de caste, et comme les profs n'ont plus beaucoup de privilèges en termes économiques, les derniers privilèges, c'est la bézouille. Hein, et ça, c'est incroyable, parce que j'ai vécu tout ça, je l'ai vu, hein, parce qu'en plus, moi, j'étais dragueur, et donc j'ai vu ça, et tout ça démystifie beaucoup la mise en relation du livre et du clerc, vous voyez, ça démystifie beaucoup, et ça aide justement à ne pas se laisser fasciner par le concept creux, etc. Et sans doute, ça vous aide aussi à comprendre le passé. C'est-à-dire que beaucoup de débats d'idées et de débats qu'on met trop haut, souvent s'expliquent par des rivalités d'hommes, par des histoires de segments de marché. Moi, tu vois, tout ce que je vis en ce moment, j'ai des petites bagarres avec d'autres intellectuels, à gauche avec Michel Collomb, à droite avec de Benoît, c'est de la boutique. Moi, j'ose le dire, c'est parce que voilà, tu me piques des clients, tu sais, et il faut démystifier tout cet univers-là, c'est très important, ce qui ne veut pas dire mépriser, etc., mais il faut bien comprendre les concepts, leur historicité, leur lien avec les hommes qui les produisent dans le temps où ils les produisent, et la vie matérielle avec les égaux, voilà, et tout ça, ça s'appelle la réalité, et effectivement, c'est sans doute très bien exprimé dans les grands romans bourgeois, d'ailleurs, qui sont justement pas de l'escroquerie, comme chez Balzac, où il y a toute cette réalité qui est montrée, ou chez Maupassant, etc. L'intérêt pour moi des romans, en complément de ce que je viens de vous dire, c'est qu'effectivement, c'est des vrais bons romans, pas du Marc Lévy, ou des romans de bonnes femmes, genre Virginia Woolf, etc., qui pour moi sont la décadence du roman, c'est que ça montre quand même, ça met en relation tous ces niveaux de réalité, avec en général, dans les grands romans, de l'ironie, une grande ironie. Il y a toujours je pense que tous les grands penseurs et les grands auteurs ont beaucoup d'humour, hein, une espèce d'humour froid. Ne suit pas. Tous les grands penseurs ne suivent pas. C'est-à-dire c'est facile à lire, vous comprenez. Et puis surtout, ils ont de l'humour et de la distance. Hein, c'est pas pontifiant. Vous voyez, on peut être sûr que Bernard Lévy est un imbécile parce qu'il n'y a pas eu, j'ai jamais vu un moment d'humour chez lui, quoi. Voilà. Alors que Céline, qui est le grand romancier du XXe siècle, si vous lisez ses deux premiers romans autobiographiques, qui est d'ailleurs sur ce que je raconte, la formation d'un jeune naïf par la guerre, l'université, et ce qu'il voit, l'écart entre ce qu'il croyait, ce qui est montré et ce qui est caché, avec une ironie amère, et en même temps de la chaleur, mais en même temps quelque chose de fatal. Si vous lisez Le Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, c'est un dépucelage énorme. Et le parallèle peut-être avec après la Deuxième Guerre mondiale, c'est La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, qui sont vraiment les romans que je recommande, de dépucelage. Et puis pour les gens issus notamment des minorités très dominées et très souffrantes, là je conseille encore plus radicalement Iceberg Slim, qui est le grand écrivain américain, qui est un ancien proxénète devenu écrivain, de lire notamment Pimp et Mama Black Widow. Et là, c'est vraiment du dépucelage très utile. Pour un jeune des quartiers, je le conseille vraiment, lisez. C'est traduit, je crois, aux éditions de l'Olivier en France, en français, parce que moi je ne lis pas l'anglais. Iceberg Slim, il y a une trilogie, mais notamment les deux premiers, Pimp et Mama Black Widow, c'est incroyablement... c'est un vrai dépucelage intellectuel et sociologique. Voilà. Très bien. On va reprendre notre fil sur... J'avais remarqué, en fait, vous avez des associations de mots en fait, qui sont très percutants. Égalité et réconciliation. Ça pourrait penser directement à Vérité et réconciliation en Afrique du Sud. Socrate à Saint-Tropez, c'est des associations de mots très, très... en fait, pour moi, pour quelqu'un comme moi qui aime bien les mots, en fait, je trouve ça assez percutant. Éloge de la disgrâce, testicule... comment est-ce que... je sais que c'est réfléchi, mais comment est-ce que vous arrivez... vous avez dû faire, je sais pas, du marketing, de la pub, pour pouvoir justement trouver en très peu de mots, avoir voilà. Il y a, à mon avis, plusieurs choses. D'abord, comme j'ai dit, j'ai lu beaucoup de philosophie, et j'ai lu aussi beaucoup de poésie. En fait, ce que j'ai le moins lu, c'est du roman, parce que ça me fait perdre trop de temps,
et j'ai pas besoin J'ai du mal, moi. J'aime pas qu'on me raconte des histoires. J'ai ma vie est déjà un roman entre guillemets, et je préfère vivre que de lire et de vivre des histoires par procuration. Donc en fait, par contre, j'ai lu beaucoup de poésie, et la poésie, c'est un travail très concis de regroupement de mots sur les sons et les sens, etc. Et je pense que j'ai cette formation, le concept et la poésie, et ce qui naturellement donne la capacité de produire on va dire des slogans. Exact. Et d'une certaine manière, et aussi pour une autre raison, c'est que j'ai travaillé dans la publicité, parce que parmi les boulots que j'ai fait pour survivre, au début je faisais des chantiers et j'étais vendeur aux puces, et puis après quand j'ai commencé à lire et à découvrir aussi que j'avais une certaine capacité intellectuelle et d'élocution et d'écriture, parce que j'écrivais sur des petits cahiers très, très laborieusement, très progressivement. Je suis quelqu'un qui fait une faute d'orthographe par mot au départ, et après par ligne. Et aujourd'hui, au moins par page, mais je veux dire, j'ai tout appris laborieusement. J'ai pas de grâce particulière à ce niveau-là. Le travail personnel. Mais petit à petit, je me suis retrouvé à devenir journaliste, c'est-à-dire petit à petit. J'ai même écrit au départ dans Pariscope, c'est-à-dire le programme de cinéma où il y a des petits ajouts de journalisme, un petit format comme ça à 1 franc là. Donc j'ai fait du journalisme à Pariscope. J'ai monté les étapes très humblement pour l'argent. Je veux dire, j'ai aucune arrogance culturelle. Moi, tu prends l'oseille. Tu prends ce qui apprend les clés. J'ai aucune hiérarchie esthétique. Je n'ai rien à foutre. J'ai travaillé dans la pub parce qu'à l'époque c'était aussi plus ouvert. Et comme je traînais dans les boîtes de nuit, j'ai raconté ça dans mes romans, dans Misère du désir. Je crois que je l'ai bien raconté. Je rencontrais des gens, comme j'étais un peu malin. Il me disait tiens, passe me voir à mon bureau pour voir ce qu'ils pouvaient m'utiliser. Et puis voilà. Et effectivement, j'ai bossé un peu dans la pub. Donc j'avais ce sens du slogan et effectivement du texte court aussi, de la synthèse. J'ai horreur des trucs très longs parce que j'ai pas de temps à perdre. Moi. C'est ça que j'ai du mal avec des gens comme Dantec ou Nab. J'ai jamais réussi à finir un de leurs livres, sauf quand c'est des textes courts. Même les textes courts sont trop longs pour moi. Moi je dis 2 feuillets. Si tu n'es pas capable de dire en 2 feuillets... Alors il y a des gens qui aiment les textes longs parce que, en fait, les 3/4 des gens qui lisent, c'est une activité bourgeoise, récréative, qui fait partie du temps pour lire, par exemple. Du confort bourgeois. C'est-à-dire, je veux que, comme on écoute de la musique, je veux que quelqu'un me berce pendant 2-3 heures après le repas quand je digère, et alors il faut que ce soit long, etc. Moi, en fait, j'essaie toujours d'expliquer quelque chose, d'aller à l'essentiel. C'est très resserré, quoi. Ça a à voir avec la survie, ça a à voir avec le sport aussi sans doute, ce côté on va à l'essentiel, parce que j'ai fait beaucoup de boxe, et en fait c'est pareil, dans la boxe on gigote pas pour rien, on fait pas des fioritures pour rien, il faut que ça marque, il faut marquer le coup, quoi. Et ça donne une écriture effectivement assez cursive, des associations de mots performantes, Socrate à Saint-Tropez, si on comprend ça veut tout dire. Non, tout est dit en fait. Voilà. Il y a des gens d'ailleurs qui n'ont jamais rien compris, qui m'ont dit mais texticule, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et pour moi c'est ça Pour moi, c'est ça mon style, quand les gens se disent est-ce qu'il a du style, est-ce qu'il en a pas, parce qu'il y a des controverses pour savoir si j'écrirais mieux ou moins bien que d'autres. Moi, je pense de toute façon qu'il y a plusieurs styles d'écriture qui correspondent à des clientèles différentes. Il n'y a pas de réponse ultime. Parce qu'en fait, dans la littérature, il y a des styles. Et en fait, ces styles correspondent à ceux qui aiment le lire. Alors, il y a le style pour la femme bourgeoise psychanalysante, il y a le film pour l'ancien voyou autodidacte, et ils n'aimeront pas la même chose. Moi, je sais que j'ai toujours eu du mal à lire Proust, même si j'ai un respect pour la quantité de travail que ça représente et sans doute l'intelligence, parce que je trouve ça laborieux, je trouve ça même relativement mal écrit selon mes codes à moi, je trouve ça un peu ridicule, quoi. J'ai du mal, quoi. C'est froid un petit peu, alors que Céline, évidemment, je parle du Céline de la première période, parce que la dernière période, je trouve ça même un peu snob, c'est autre chose. C'est d'ailleurs pas la même clientèle, c'est les gens les Céliniens, etc. C'est un peu comme ceux qui aiment le free jazz. Ça m'emmerde un peu. Ça devient de l'avant-garde en réalité. Le danger, c'est de basculer dans l'avant-garde. Mais par contre, le Céline de la première époque, c'est incroyablement. C'est le mec qui défonce la porte de la littérature classique, et d'un seul coup, vous dites, ça ressemble à un mec malin, au bretteur de bistrot, en même temps à de la poésie populaire à la Villon, parce qu'il y a une grande tradition de poésie populaire en France, et d'un seul coup vous dites ça me parle, vous voyez, voilà. Et après il n'y a pas de débat, c'est pas de savoir si... moi j'aime beaucoup Balzac, parce que chez Balzac il y a peu de style pour le style, c'est très efficace, mais voilà, alors que Flaubert est beaucoup plus écrit et m'ennuie un peu plus, parce que en fait moi je ressens profondément les faiseurs, ceux qui en font trop. C'est pour ça que j'aime pas le style de Nab, d'ailleurs, je le dis, parce que c'est ouvertement faire le malin, j'aime pas ça. Les gens qui essayent d'être brillants,
comme moi je pense que je suis brillant naturellement, ça ne m'impressionne pas. En fait, moi au contraire, j'essaie de faire simple et efficace. Mais après, il y a des gens qui sont très fascinés par des auteurs qui arrivent à faire des jeux de mots, des espèces de digressions. Là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, c'est bon, voilà, il y a des clientèles, il y a un style de cinéma, comme il y a des gens qui préfèrent le foot et les autres c'est le basket. Pour moi, ça ne sert à rien de gloser là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que moi, je revendique un style d'écriture qui a un sens, j'écris comme je veux écrire et ça a un sens. Et je pense que Misère du désir, par exemple, est un livre assez réussi, et justement parce que c'est des phrases courtes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de narcissisme aussi, il y a pas beaucoup on ne se répand pas trop sur soi-même, c'est percutant. C'est percutant, c'est trivial, voilà, il y a toujours un peu d'humour aussi, mais il y a des gens qui trouvent ça vulgaire, etc. Mais bon, et les gens qui lisent mes bouquins, et qui aiment bien mes bouquins, souvent il y a une logique là-dedans. Ils aiment mes bouquins parce qu'ils se retrouvent, parce que ça résonne en eux. Voilà, justement, je sais que j'ai vu vos passages en fait. Je vous ai déjà remarqué au moment où vous êtes passé donc sur France 3 avec les émissions de télévision dans lesquelles vous étiez passé. On sentait déjà, même dans la manière de parler, même lorsque vous parlez, on sent vraiment le côté je vais à l'essentiel, je dis ce que j'ai à dire et je ne tourne pas autour du pot. Et je pense que ça va parler, et ça parle d'ailleurs à certains étudiants, en tout cas à mes amis. Lorsqu'on dit Alain Soral, ils le savent, c'est du percutant, c'est du juste. Après, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, mais au moins ça le mérite très direct en fait. Ça s'usurpe pas d'une certaine manière, c'est-à-dire que ça vous dépasse, c'est-à-dire que ça correspond à ce que vous êtes profondément, c'est-à-dire votre parcours, etc. Et c'est pour ça que moi je suis assez psychologue d'une certaine manière sur les tricheurs. Parce que je crois qu'il n'est pas possible d'écrire d'une certaine façon quand on a un certain vécu et vice-versa. Et moi je reconnais bien, j'arrive bien à identifier souvent les parcours des gens en fonction de leur façon d'écrire, leur rapport au concept, etc. Et il y a une espèce de... Voilà, il y a des sensibilités assez automatiques, mais c'est pareil sur la musique d'ailleurs. Et c'est pour ça, moi j'ai une clientèle, je dis clientèle, ça ne me gêne pas, qui me correspond relativement, des gens qui comprennent qui je suis, parce que, effectivement, comprendre, ça veut dire avoir en soi, hein, étymologiquement. Et vous pouvez, comment dirais-je, comprendre l'autre que si ce qu'il est, vous en avez un peu en vous aussi. Sinon, il n'y a pas, en théorie des ensembles, d'intersection. S'il n'y a pas d'intersection, c'est purement autre, c'est autre chose, et ça peut être que analogique. Et il n'y a rien de pire d'ailleurs, c'est pour ça que je déteste quand un chorégraphe de musique contemporaine se met à intégrer le hip-hop dans ses trucs, ça me fait dégueuler, parce que j'ai horreur qu'on sorte la culture de la rue, j'ai horreur de la bourgeoisie qui se met à s'extaser sur la culture de rue, et qui croit l'aider en la faisant rentrer dans les musées. J'aime pas du tout Basquiat, par exemple, c'était un escroc pour moi. J'y crois pas, ces conneries-là. Mais voilà, c'est l'histoire de... D'ailleurs, j'ai remarqué que les vrais auteurs authentiques, comme notamment Jean Genet, qui a été à un moment donné coopté par Jean-Paul Sartre, qui est le couillon par excellence, sans Sartre, il n'y aurait pas eu Bernard-Henri Lévy, un faiseur et un crétin, pour moi. Genet, à un moment donné, s'est laissé un peu coopter parce qu'il a eu la bourgeoisie de salon, puis à un moment donné, ça l'a dégoûté, il est retourné de là où il venait, volontairement. Et en fait, on voit très bien qu'il y a, pour prendre un exemple caricatural, Sartre n'a aucun moyen de comprendre qui est Genet, et Genet méprise Sartre, notamment pour l'arrogance qu'a Sartre à prétendre comprendre et expliquer Genet. Alors que quand vous n'avez pas été orphelin, vous n'êtes pas fait enculer à l'âge de 5 ans, vous ne pouvez pas comprendre Jean Genet d'une certaine manière. Et moi d'ailleurs, je le dis, Jean Genet, ce n'est pas ma littérature. Mais je comprends le cheminement. Je comprends son cheminement et je comprends pourquoi ça ne peut pas me plaire totalement. Parce que je sais que j'ai au moins cette conscience et ce respect de dire tu es un peu quelqu'un d'autre. Oui, c'est comme les gens qui disent je comprends très bien les Noirs. C'est pour ça que Nab m'insupporte quand il dit ah, ça sent l'Afrique. Je dis t'es quand même un petit con de blanc à lunettes, qu'est-ce que c'est que cette phrase, ça, tu te prends pour qui? Je veux dire, voilà. C'est exactement comme des gens qui vous parlent SOS Racisme, qui parlent en votre nom, on parle au nom des Noirs. Nos amis sont des spécialistes. Exactement. Ils prétendent pouvoir parler au nom de tout le monde. Exactement. Le clan, moi, la seule chose à faire, c'est de parler au nom d'eux-mêmes. Mais voilà, mais ça, c'est vrai. On est toujours dans ce charlatanisme. Moi, je parlais toujours de légitimité et de compétence. Vous voyez, il faut avoir la compétence et la légitimité, et les deux vont toujours ensemble. Hein. Voilà. Et ça a toujours été mon credo. Ça me paraissait évident. Ça a toujours été contesté d'ailleurs. Mais je suis légitime et compétent, parce qu'on peut être légitime et pas compétent, on peut être compétent et pas légitime. C'est-à-dire on a une maîtrise qui ne correspond pas au sujet qu'on traite, ou alors on est dans le sujet mais on n'a pas la maîtrise et on ne peut pas l'exprimer. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs dans Sociologie de rigueur, j'explique très bien ça. Et c'est qu'il faut à la fois la pratique,
qui est beaucoup d'intuition et le recul pour après passer la théorie. Et on n'a pas forcément les deux. Il y a des gens qui ont la théorie sans la pratique, ça vaut rien, c'est du baratin. Et il y a ceux qui ont la pratique, qui sont passés jamais à la théorie. Et moi, c'est ce que je disais, il y a des types très malins qui sont des rois de l'embrouille, notamment des escrocs, et qui seraient incapables d'écrire un livre pour dire les méthodes de l'escroquerie. Parce que tout ça est automatique, intuitif, et tout le monde n'a pas la capacité de conceptualiser. Ça, c'est un truc, c'est comme je crois qu'il y a des talents pour ça, comme pour la musique. Il y a des gens qui ont le talent, la musique c'est la mélodie, il y a des gens qui ont du talent mélodique, ils sont capables de produire des mélodies, comme les Beatles, par exemple. En parlant de musique, monsieur Solal, je vous prends il y a quelque chose, enfin, ça va nous embarquer directement sur la banlieue. Je sais que vous n'avez pas beaucoup, en fait, vous m'avez dit le rap, il y a une certaine dimension en fait générationnelle du rap en fait qui vous insupporte, ça je peux le comprendre. Déjà c'est parce que j'ai pas l'âge. Exactement, c'est pas entre guillemets la clientèle entre guillemets, donc ça aussi je peux le comprendre. Mais lorsque j'écoute quelqu'un comme Philippe Catherine, on me dit c'est le génie musical français. Bon, et donc j'écoute. C'est rigolo et sympathique, mais il n'y a pas de génie chez Philippe Catherine. Il ne peut pas y avoir de génie chez Philippe Catherine parce qu'il y a trop d'ironie. Il n'y a jamais la prise de risque de l'authenticité. Quand vous n'êtes que dans l'ironie, la dérision au deuxième degré, vous n'avez pas accès au génie. Monsieur Solal, alors vous dites l'ironie, bla 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 bla. Tu parles, bla 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 bla. Je vais dire à un moment. C'est quoi, c'est Philippe Catherine ça? C'est Philippe Catherine. Ouais. Je vais dire à un moment, je viens aller dire à un jeune en banlieue, écoute du Philippe Catherine. Ou bien écoute la tortue, parce qu'on nous a dit que les gens en banlieue ne parlent que la même chose, ils ne savent rien. Je vous prends la tortue, on m'appelle la tortue, je commence à m'habituer, peut-être pour mon dos courbé ou ma bouche, ou je ne sais. Je dis, on ne peut pas décemment demander à des jeunes de banlieue ou à n'importe quel jeune d'écouter des choses pareilles. Je dis, moi j'aurais du mal. Moi j'ai pas de débat là-dessus. Hein. Philippe Catherine, je trouve ça sympathique, parce qu'il est malin. Ça s'accroche plutôt à la tradition Jacques Dutronc, c'est-à-dire chanteur ironique. Il n'est pas au niveau de Jacques Dutronc, parce que Jacques Dutronc, il y a des chansons très émouvantes comme Paris s'éveille, là. Philippe Catherine, ça c'est aussi une question qu'il faut se poser, c'est quand on ne prend jamais le risque de l'authenticité et le risque de la beauté pure, de la poésie, on ne prend pas de risque parce qu'il est toujours dans le deuxième degré, l'ironie. Mais du coup, il ne peut pas y avoir de génie. C'est-à-dire que ça peut être juste marrant, sympa. C'est marrant, sympa, mais c'est même lassant. Philippe Catherine, il y a un ou deux trucs marrants, mais j'achèterai jamais, j'écouterai jamais un disque entier de Philippe Catherine. C'est comme un type qui fait tout le temps le malin ou le guignol, ou une fille qui ne fait que la pétasse. Vous voyez, à un moment donné, s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas d'authenticité, il y a toujours une vitre, quoi. C'est-à-dire que ça passe pas. Et en plus, on sait très bien que les gens qui sont dans l'ironie permanente et totale, le deuxième degré permanent, c'est parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de talent authentique. Hein. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui se met jamais à poil parce qu'il a un vilain corps, vous voyez. Il sait qu'il faut qu'il reste habillé et déguisé. Philippe Catherine reste habillé et déguisé parce qu'il sait très bien au fond de lui-même, parce que je pense qu'il est très intelligent, qu'il n'a pas la grâce pour être un chanteur à texte. Ce n'est pas Léo Ferré, vous voyez ce que je veux dire. Avec le temps de Léo Ferré, c'est la prise de risque maximum et c'est la beauté et l'émotion maximum. Hein. Philippe Catherine, il n'existe pas par rapport à Brel, Brassens ou Léo Ferré. Quoi. Très bien. Et là, je reviens donc à ce que je pensais, c'est-à-dire le fait que des gens comme vous soient ostracisés actuellement. Pourtant, vous avez un discours très juste en fait sur la réalité. Et je prends de l'autre côté le rap, où ce sont les jeunes justement qui sont justement avec ce qu'on me disait avant, qui ont cette conscience justement de la réalité dans laquelle ils vivent et qui essaient de la sublimer avec des mots. Comment est-ce que vous expliquez ce snobisme en fait ambiant qui veut que le rap soit justement de la soumettre, alors que lorsque je regarde les textes même de chanteurs contemporains pop entre guillemets, j'ai transcrit les paroles de comment on appelle ça, Satisfaction, ouais, c'est indigent. Je dis à un moment on peut pas décemment demander aux gens de suivre des trucs pareils et on nous dit c'est du génie, mais moi j'ai du mal à m'y mettre. Moi j'ai du mal franchement. Il faut pas oublier que la chanson, ce n'est pas un texte avec de la musique par-dessus. La chanson, c'est une mélodie avec un texte qui doit pas occuper trop de place. Le génie de la chanson, de la pop anglaise, c'est que les textes sont très indigents. En fait, et en plus en français, on les écoute sans les traduire. Heureusement, moi, j'ai jamais voulu traduire Imagine de John Lennon parce que c'est tellement con que c'est pas Amsterdam de Jacques Brel. Ça, c'est certain. Mais la chanson, c'est pas de la poésie. La poésie se suffit elle-même. La musique
si vous rachetez de la musique par-dessus, en fait, des bons poèmes ne font pas de bonnes chansons, à mon avis. C'est les petits poèmes qui font des bonnes chansons, comme les petits romans font des bons films. Un grand roman ne fait pas un bon film. C'est des choses qu'il faut comprendre. Et moi, ce qui me gêne dans le rap, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est pas ma génération, que je n'aime pas que la musique soit trop encombrée de mots. Ça manque de respiration, c'est très rempli. Moi, j'aime bien, finalement, que la musique puisse respirer et que le texte ne prenne pas toute la place. Il y a aussi le fait que, bien qu'ils écrivent en français, ce qui est important, parce que les jeunes de banlieue écrivent en français alors que la bourgeoisie française écrit en anglais quand ils font des chansons. Mais c'est quand même souvent très pauvre au niveau des rimes plates, en etc. Parce que ça manque de... Non, mais moi, quand j'ai vraiment lu, je me suis passionné pour la poésie. Quand vous avez lu les grands poètes français, Vigny, Musset, etc., jusqu'à Rimbaud en passant par Verlaine, les rimes plates en et d'un rappeur de banlieue ou d'un slammer, c'est quand même très en dessous. Mais vous vous dites, finalement, il fait le boulot. Il fait de son mieux. Mais c'est pas pour moi. Je veux dire, d'abord, j'ai pas l'âge. Et puis, je suis, d'une certaine manière, je vais le dire, j'ai un peu trop cultivé pour apprécier ça. Et musicalement, parce que musicalement, c'est faible. Mélodiquement, c'est assez faible. Et au niveau des textes, c'est assez faible. Et puis, c'est toujours de la rébellion assez premier degré. En fait, moi, j'aimais bien Lord City. C'est celui que je préférais parce que je trouvais ça drôle. Il y avait à la limite, c'est le Philippe Catherine du rap. Il y avait une ironie sur le rap dans Lord City et une écriture qui était assez soignée. Moi, j'ai bien aimé, à un moment donné, Lord City a sorti un disque qui était assez performant, avec Morenas, etc. Ça me plaît, parce que c'est un peu du Jacques Dutronc en rap. Mais le rap premier degré d'un jeune de 20 ans rebelle, qui parle souvent d'une espèce de lutte des classes, comme ça, radicale, d'abord, c'est très loin de moi, mais je reconnais que, je l'ai d'ailleurs écrit souvent, qu'au moins, il y a la volonté d'écrire non seulement en français, mais en bon français. Exact. Et que ça, déjà, c'est un signe important, que cette reconnaissance sociale et cette tentative d'exister passe par une expression française correcte. Et ça, les politiques l'ont pas trop remarqué, alors qu'en fait, eux, ils ont aimé le rap pour de la démagogie, en général. Moi, celui qui m'intéresse, c'est ça, c'est que c'est pas très bon musicalement, c'est très naïf et assez faiblard poétiquement par rapport à l'histoire de la poésie française, mais c'est la tentative d'exister et d'exister devant le reste des Français en s'exprimant dans un français le plus correct possible, avec de la syntaxe, souvent des mots d'ailleurs un peu de 3-4 syllabes un peu compliqués. Et ça me rappelle moi quand j'avais 18 ans et que j'avais un petit cahier et que je regardais dans le dictionnaire les mots compliqués, que je notais les mots compliqués avec leur définition pour essayer d'élargir mon vocabulaire. Ataraxie, ataxie, je me rappelle, j'essayais avec les faux amis, etc. J'y suis arrivé que relativement, parce que, je vous dis, j'ai le handicap d'un type qui a passé son enfance en banlieue à faire du patin à roulettes et qui n'a jamais ouvert un livre sérieux avant l'âge de 16-17 ans, on va dire. Et donc, de ce point de vue-là, je suis assez proche des types de banlieue. D'avoir commencé très tard, vous voyez. Parce que oui, ça, je voulais le dire, ça, je pense que oui, quelque part, vous êtes, en fait, Booba, qui est... exactement, je trouve beaucoup de parallélisme, en fait, le parallèle entre Booba et vous. C'est-à-dire que lui, par exemple, il est ostracisé, détesté par entre guillemets, l'élite, c'est-à-dire que les gens n'aiment pas le rap, les gens n'aiment pas ce qu'il écoute. Il est assez percutant dans ses paroles. Je vais vous en donner une, juste pour... J'ai rôti mon poulet rôti et recraché 2 îlotiers. Je sais que ça peut paraître assez con, mais nous, exactement, mais franchement, nous on aime bien l'imagerie, en fait, elle est très bonne. Et moi, non seulement je connais pas, mais je me rappelle à l'époque, quand j'étais jeune, et qu'il y avait un type comme Jean-François Bizot qui me courait après, qui était le patron de Actuel, c'est-à-dire la gauche libertaire, etc. Il y avait un côté que je trouvais ridicule chez lui, qui était un mec de 60 ans, avec les cheveux longs, qui essayait de faire jeune. Moi, je déteste les vieux qui essaient de faire jeune. Quand je vois un con, à l'époque, c'était ce que l'image j'avais, vous savez, le jeune bourgeois de gauche, le bourgeois de gauche de 60 ans qui a les cheveux longs, qui se dépasse en patin à roulettes, j'avais une envie de lui péter la gueule, d'une certaine manière. Parce qu'il y avait une usurpation, vous voyez. Pour moi, c'est de la pédophilie, d'une certaine manière, vous voyez. On n'a pas essayé de faire jeune quand on n'est pas jeune, je suis désolé. Et donc, moi, je ne vais pas devenir un exégète du rap, parce que c'est pas ma génération, c'est pas ma culture, et je laisse ça aux gens de cette génération-là, à eux de faire le tri entre eux de ce qui est bon et moins bon. Je ne vois pas pourquoi je rentrerais dans ce truc-là. C'est comme un vieux qui rentre chez des jeunes et qui fait salut les jeunes, c'est cool, machin. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut tirer une gonzesse, profiter de son pognon pour manipuler des... Voilà, c'est malsain. Voilà. Et donc, je vous dis, c'est même une conversation que j'ai pas trop envie de prolonger. Je ne suis pas un spécialiste du rap. Ça me touche pas profondément. J'ai dit ce que j'avais à dire dessus, c'est-à-dire bon, c'est écrit en bon français, alors que le même petit bourgeois français qui fait de la chanson lui écrit en anglais. En anglais, exactement. Ça c'est à remarquer. Que c'est pas plus nul le rap que les textes
un peu prétentieux, tu sais, des quotas de chansons françaises, je sais pas quoi, Mickey 3B, ou c'est de la merde intégrale, ça, c'est insupportable, c'est largement aussi nul pour moi que le rap, hein. Je sais pas combien il y en a, là, je connais pas les noms, mais c'est de jeunes chansons françaises avec des gamines aussi, des petites connes prétentieuses, qui écrivent des petits textes, d'un narcissisme incroyable. Moi, je sais pas comment je vois ces espèces de petites connes à guitare, là. Ou je sais pas quoi, il y en a toute une flopée, c'est des espèces de demi-boudins, nuls mélodiquement. Elle ne parle que d'elle, avec des textes d'une indigence totale. Comment on peut avoir le narcissisme d'oser se présenter devant un public? Comment on peut avoir si peu de conscience de soi? Moi, à leur place, je serais morte de honte. Quand on existe si peu, qu'on a si peu de choses à dire et qu'on a si peu de talent, on ferme sa gueule et on va faire le ménage. Voilà. C'est-à-dire que quand Jacques Brel chante, là, c'est silence. Hein, voilà, c'est respect. Et le type, on sent qu'il met il va devant le public avec de la trouille, mais il a tellement bossé, il amène un matériel tellement de qualité, comme un artisan qui est un maître, voilà, qui a fait un chef-d'œuvre. Il dit regardez mon chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre. Mais quand vous avez pondu un caca, ça me fait ces espèces de petites connes. D'ailleurs, c'est tout à fait lié à la bourgeoisie de gauche post 68 ans. Ça me fait penser à un enfant qui a fait caca et qui arrive au milieu du salon de l'adulte et qui monte son caca. Ça existe chez les petits enfants quand ils commencent à faire caca par eux-mêmes. Mais on leur dit bon, c'est bien, t'as fait caca, maintenant tu rentres. Le même, pour moi, ces espèces de petites connes, elles ont 18 ans. Elles sont à moitié moches, aucun talent mélodique, aucun talent en rien, d'une arrogance incroyable. Elles font caca et elles arrivent chez, je sais pas quoi, l'émission de Nagui, elles disent regardez mon beau caca. Ça va quand on a 2-3 ans maximum. Après, c'est le caca, je le prends, je te le mets dans la tête. Tu rentres, tu retournes aux toilettes et tu ne me mets pas ton caca sous le nez. Pour moi, c'est ça, voilà. Toute cette merde, voilà. Et c'est vrai que je ne vais pas choisir entre le rap et la nouvelle chanson française. Pour moi, c'est de la merde intégrale, non, je veux dire, la nouvelle chanson française, c'est de la merde intégrale, et le rap, c'est pas pour moi. Donc moi, j'écoute, finalement, du jazz, oui, et pas du jazz de qualité, pas du jazz de blanc à lunettes, hein, pas Winston Marsalis, hein. Pour moi, c'est de la merde, intégralement, c'est un contresens. Non, j'écoute tout Miles Davis, évidemment, tout ce qui est bon de la grande époque, ça va pour moi, au bebop, pas de free jazz, parce que je trouve que c'est un contresens, c'est chiant. De la bonne chanson française, et puis de la très bonne pop évidemment, parce que les Anglais et les Américains ont produit dans les années 60-70, c'est des jeunes de 20 ans d'ailleurs, souvent issus des milieux populaires, blancs et noirs, hein, parce que aux États-Unis c'est très mélangé, hein, ils se tirent la bourre, il y a le rhythm and blues, et puis après il y a le rock, il y a le blues, il y a l'électric blues, enfin moi j'écoute John Lee Hooker aussi bien que les frères, je sais pas, les frères Allman, les Allman Brothers, enfin. Il y a pas de, la musique est bonne ou elle n'est pas bonne, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'a priori idéologique, parce que le mec serait riche, pauvre, blanc, noir. La musique, pour moi, c'est au-delà du concept. Moi, je suis bon en concept, je ne suis pas bon en musique, et je respecte les gens qui sont doués pour la musique. Et j'aime les Beatles, les Rolling Stones, John Lee Hooker, Miles Davis, parce qu'ils sont bons, quoi. Je veux dire, devant la bonne musique, on ferme sa gueule et on écoute, quoi, c'est tout. Et si on essaie de vous comprendre, vous avez commencé avec les mouvements de mode expliqués aux parents, avec deux de vos amis. Deux camarades que j'avais connus en boîte de nuit d'ailleurs. En boîte de nuit. Ouais, au bain-douche, on s'est connus au bain-douche. Ouais. Très bien. Et donc, des mouvements de mode, en fait, vous êtes passé donc la création de mode. Ouais, qui est un livre. Les mouvements de mode, c'est un livre qu'on a fait par jeu, parce que. Moi, je me déguisais beaucoup pour draguer, pour rentrer dans les boîtes de nuit, un peu comme font les sapeurs. Hein, les sapeurs, justement. C'est la même démarche, hein, c'est-à-dire d'aller aux puces, acheter des fringues de riches, mais pas chères, parce que c'était des fringues sur mesure données pour des raisons caritatives par des gens des années 60-70. Donc ça permettait de trouver des beaux costumes pour 2 francs. J'ai un costume Chester Barry, donc je savais détecter à 20 mètres, en regardant les coutures des épaules, etc., les beaux vêtements. Et après, essayer de trouver ma taille. Et quand c'était pas ma taille, d'aller chez un petit retoucheur arménien qui me les remettait à ma taille. Donc je comprends très bien la démarche des sapeurs, qui est de ressembler à de l'élite bourgeoise, mais pas des bourgeoises de la belle époque, années 30, années 60, pour pas cher, pour essayer de rentrer d'ailleurs dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, dans les vernissages, pour incruster et draguer. Hein. C'est une démarche. C'est surtout pour baiser, en fait. Oui, incruster et draguer. C'est la survie, la baisse, c'est très cohérent. Mais ça fait que je suis devenu un spécialiste du vêtement. Et devenant un spécialiste du vêtement, André Berkoff, à l'époque que j'ai rencontré au Palace, m'a proposé d'écrire le livre sur les mouvements de mode, parce qu'il voyait ma maîtrise du déguisement, etc. Et ce livre a fait un succès, ce qui m'a donné l'idée de pouvoir devenir écrivain. Parce que si j'en avais pas vendu, j'aurais fait autre chose. Hein. J'avais d'autres propositions, physionomiste dans les casinos, voilà, j'avais d'autres boulots dont je ne peux pas parler. Mais comme ce livre qu'on a fait avec 2 copains,
s'est vendu incroyablement tout de suite. Je me suis dit, bah, c'est génial, je peux écrire et gagner ma vie. Donc j'ai persévéré dans l'écriture parce que ça a marché. Et ce livre m'a amené à être professeur de sociologie du vêtement à l'école ESMOD, qui était la plus grande école de mode. Et donc je donnais des cours sur la sociologie du vêtement, que je maîtrisais par la pratique, comme ça. C'est-à-dire comme un musicien de jazz maîtrise la musique sans l'avoir apprise, hein, c'est un peu pareil. C'est des démarches assez compréhensibles. L'alternance, vous avez appris sur le vif en fait. Voilà, on prend sur le terrain, le concret. Ouais, le concret. Et j'ai donc écrit un deuxième petit bouquin qui s'appelle La création de mode, qui était mon livre de cours pour mes élèves, voilà, qui d'ailleurs on va peut-être rééditer là, parce qu'on a une boîte d'édition qui s'appelle Contre-Culture qu'on vient de monter. Et il m'en reste 2 exemplaires et je vais peut-être le rééditer en facsimilé parce que c'était marrant. C'est mon premier livre que j'ai fait tout seul, qui est un livre pour expliquer la sociologie du vêtement. Voilà, c'est très, c'est assez simple. Hein, exactement. Voilà, à quel âge? C'est en 87. Donc j'ai 29 ans, je crois. Ouais. Et vous pensez le premier bouquin que j'ai publié, j'avais 26 ans. Vous pensez à votre avis qu'aujourd'hui, à 26 ans, on est capable encore d'avoir une trajectoire comme la vôtre? Ça va être encore plus difficile, je pense. Encore plus difficile parce que le niveau a encore baissé. Exact. La solitude est encore plus grande, l'éloignement du centre-ville, parce que le centre-ville, c'est aussi l'accès à la culture. Ça, vous l'avez expliqué, je pense, dans la sociologie du Jagger. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je pense que c'est un des piliers, en fait, et c'est très important qu'on amène, en fait, cette discussion vers la sociologie du Jagger. La sociologie du Jagger, c'est là où je fais la synthèse de tout ça. Exactement, qui explique véritablement tout. Parce qu'en fait, c'est sociologie du Jagger, c'est un prétexte pour faire de la sociologie globale, de ce que c'est que l'origine de classe, l'urbanisme. Il y a une partie vers la fin, par contre, M. Soal, que je dois avouer, c'est du solide. Hein. Il faut vraiment s'accrocher. Je pense que les 2 derniers chapitres, vous réutilisez le matériau d'ailleurs dans le livre qui Vers la féminisation. Exactement. Oui, sur la dissymétrie de l'Oedipe. Exactement. Oui, là, c'est de la vraie. Moi, si tu veux, entre-temps, parce que j'ai continué à m'instruire, j'ai lu La grande logique de Hegel, La phénoménologie de l'esprit, la moitié de l'œuvre de Karl Marx. Je me suis intéressé à la logique dialectique, à l'épistémologie génétique, à toute la psychologie de Piaget, de Henri Vallon, d'Émile Jallet, de René Zazot, etc. C'est-à-dire que je lisais 3-4 heures par jour. Je lisais même, j'avais toujours des livres dans les poches, je draguais dans la rue, je m'asseyais sur un banc, je lisais, je redraguais, je bougeais. C'était une démarche assez bizarre, parce que je passais mon temps à marcher dans la rue, à parler aux gens, à m'asseoir et à lire, en alternance. J'allais au Luxembourg, ça peut être au but de Chaumont. Enfin, Paris est un lieu assez magique pour traîner et survivre. Hein. Plus difficilement aujourd'hui sans doute, mais encore, si on est un peu malin, c'est un grand espace. Quelque part, pour un prédateur habile, il y a moyen de survivre. C'est sûr que si vous êtes en race campagne, à la campagne, c'est impossible. Et certaines cités de banlieue aussi, c'est pas la même chose. Très honnêtement, j'aurais bien aimé lire votre livre avant, parce que j'ai fait des erreurs absolument terribles. Par exemple, le fait de draguer les filles qui n'étaient pas très belles, en fait, c'est assez dangereux. Et ça, c'est grâce à la sociologie du dragueur. En fait, j'ai compris, en fait, c'est 2 fois plus dangereux, en fait. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont dit que je les avais pratiquement sauvés grâce à la sociologie du dragueur, qu'ils avaient augmenté leur niveau de performance, qu'ils avaient passé la barrière de la timidité ou de l'inefficacité totale, parce que, enfin, je ne veux pas venir sur ce dragueur, qui est un livre très très complexe, mais c'est sur la vision qu'on a a priori des femmes et la manière dont on apprend la femme réelle, et finalement à se confronter à la réalité pour corriger tous les présupposés qu'on a, en expliquant d'ailleurs pourquoi ces présupposés, on les a en nous quand on est jeune, etc. C'est un vrai travail de sociologie. Il ne faut pas oublier que ce livre, je l'ai proposé comme sujet de diplôme aux études en sciences sociales. En fait, les mouvements de mode, ça m'a été refusé comme sujet de diplôme aux études en sciences sociales, et sociologie de rigueur aussi, parce qu'il n'y avait pas... l'argument des profs, c'est qu'il n'y avait pas de corpus de livres pour justifier de pouvoir passer le diplôme. C'est-à-dire que pour eux, écrire un livre de sociologie doit s'appuyer sur d'autres livres. Exactement. Comme si la vérité venait des livres, vous voyez, alors que les livres ne poussent pas sur les arbres. Enfin, je veux dire, c'est des hommes qui les ont écrits. Et moi, je dis, les 2 sujets que je veux traiter, c'est la mode, mais la mode telle que sur les mouvements de mode. Il n'y a pas de corpus, parce que c'est un phénomène qui ne peut pas s'expliquer avant la Deuxième Guerre mondiale, tel que c'est fait, parce que c'est un marché de la jeunesse. Et donc, il n'y a pas de... je fais un travail de pionnier. En fait. Il n'y a pas d'antériorité, donc je suis désolé. Je suis pionnier comme à un moment donné, quand vous écrivez la Bible, mais vous ne pouvez pas vous référer à un autre livre, puisque c'est le livre des livres. Hein, voilà. Donc les 2 sujets qu'on m'a refusés, j'ai dit voilà, c'est une sociologie inédite, c'est celle des mouvements de mode tels qu'on peut les comprendre à partir de 1945, parce qu'avant c'est pas la même chose, il n'y a pas de jeunesse autonome qui soit à la fois un marché, etc., et qui ait une identité entre l'enfance et l'âge adulte. Et ça m'a été refusé pour dire la bêtise. C'est-à-dire on a empêché à un sociologue de faire de la sociologie
là où il était nécessaire d'en faire, parce que ce qu'on vous demande, c'est de rabâcher un livre qui soit un bricolage à partir d'autres livres. C'est-à-dire que c'est toujours un sous-produit de sous-produit de sous-produit. Et le deuxième sujet, c'est sociologie du dragueur. J'ai dit, voilà, je vais faire un livre de sociologie sur la drague. Et ils me disent, oui, il faut un corpus de livres. Non, il n'y a pas de corpus de livres parce que les livres dont vous me parlez, ce sont des cadets de la bourgeoisie qui ont écrit sur leur désespoir amoureux ou leur arrogance. Le journal du séducteur de Kierkegaard n'est pas un livre de dragueur, c'est un livre de petit con prétentieux qui est très fier de séduire la fille qui habite à la maison d'en face. C'est de la merde, c'est zéro. Et quand je leur ai dit ça, je me suis fait jeter comme un malpropre. Et c'est pour ça que c'est génial. C'est-à-dire que l'université, son boulot, en l'occurrence, a été d'empêcher un sociologue authentique d'écrire un vrai livre de sociologie, nouveau, c'est-à-dire qui produit quelque chose de plus, et ils m'en ont empêché. Et c'est là où il faut être malin et où finalement un mal aboutit à un bien, c'est que m'empêchant de produire un diplôme, c'est-à-dire une thèse, j'en ai fait un livre chez un éditeur, parce que j'ai aussi ce côté marketing, que ça pouvait se vendre, et que du coup, je n'ai aucun diplôme universitaire, il faut le savoir, je suis ancien élève des Beaux-Arts et ancien élève des hautes études, je suis ni bachelier, je n'ai aucun diplôme, mais je suis... Alors il y a des gens qui veulent dire, vous n'êtes